l'autopsie de la stratégie du salami. Les paradoxes de la paix par tranche. Depuis 3 décennies, la République démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit dont la complexité apparente masque une réalité géopolitique implacable. L'application systématique de la stratégie du salami. Ces concepts, nés des heures sombres du totalitarisme européen, désignent l'art de conquérir un objectif global inacceptable, l'annexion territoriale en prélevant une succession de micro-concessions dont aucune ne semble isolément justifier une guerre totale. En RDC, cette stratégie a transformé le droit international et la quête de paix en outil de démantèlement souverain. De l'incursion sécuritaire de 1996 au révisionnisme frontalier de Paul Kagame aujourd'hui en 2026, grâce au pouvoir de Kinshasa, chaque accord signé, chaque cessez-le-feu observé n'a été qu'une étape de plus vers une balkanisation silencieuse. Cette vidéo est faite dans le but de déconstruire cette ingénierie de l'usure et de démontrer comment, sous couvert de diplomatie agissante que nous identifions comme diplomatie de pleurnichage, la souveraineté congolaise a été méthodiquement émincée. Il est temps de comprendre que ce qui se joue à l'est du Congo non seulement est une crise de gouvernance interne, mais d'abord il s'agit d'une remise en cause préméditée de l'équilibre de tout un continent par un révisionnisme qui se couvre sous divers mouvements belliqueux commandés par des forces étrangères depuis 1996 en utilisant la stratégie du salami de Mathias Rakosi, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. 1. Cadre théorique. La stratégie du salami est un processus de conquête fragmenté. Elle consiste à atteindre un objectif global inacceptable, l'annexion par une succession de concessions minières dont aucune ne semble justifier et susciter une guerre totale. L'acte fondateur. Le terme stratégie de salami est forgé par Mathias Rakosi. Il décrit sa prise de pouvoir par l'émincement méthodique de l'opposition, puisque ne pouvant prendre le pouvoir d'un coup, faute de majorité, Rakosi décida d'avancer étape par étape. La tranche. Mathias Rakosi a commencé d'abord par exiger des postes techniques, par exemple en prenant le contrôle de la police. Le grignotage. Une fois le contrôle de la police acquis, il a abordé par l'utilisation de la force publique pour accuser les opposants de trahison un par un. Et les résultats, en seulement 3 ans, usant de la stratégie du salami, c'est-à-dire couper tranche par tranche et grignoter sans coup d'état brutal, Mathias Rakosi atteignit le pouvoir total et instaura un régime totalitaire. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 2. Les précédents des Sudètes. La prise des Sudètes en 1938 par Hitler est comme un miroir exact de la crise congolaise actuelle. Hitler a opéré en 3 temps. Étape 1. Le prétexte sécuritaire et identitaire a donné à Hitler la latitude de vouloir protéger la minorité allemande en Tchécoslovaquie. Cet argument, nous le retrouvons dans les discours des officiels de Kigali depuis 1996 pour justifier la présence des troupes rwandaises, ougandaises et autres forces interétatiques, soi-disant pour protéger les Tutsis de la RDC. Étape 2. Par les accords de Munich, les puissances européennes ayant la trouille de la Bundeswehr
elles ont légitimé la cession du territoire des Sudètes pour sauver la paix à l'agresseur Hitler qui venait par cette reconnaissance couper sa première tranche du salami. 3. Annexion. Une fois la région obtenue légalement, Hitler utilise cette base légale pour envahir les restes de la Tchécoslovaquie quelques mois plus tard. Nous devons retenir que l'accord de paix signé en 1938 entre Hitler et les puissances européennes, au lieu d'apporter la paix, paradoxalement, n'a fait que faciliter la guerre en offrant à l'agresseur des moyens légaux de sa surenchère. C'était le début de la Deuxième Guerre mondiale. De la même manière en RDC, depuis 1996, des accords soi-disant de paix sont signés, mais en retour, l'agression ne fait qu'évoluer. Le génocide bantou actuel ne fait que continuer et Paul Kagame s'illustre dans la surenchère après chaque accord signé. Aujourd'hui, en 2026, Kagame, lors d'une sortie médiatique, réclame soi-disant des terres congolaises qui seraient historiquement rwandaises. Les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc., etc. Cette revendication malhonnête faisant partie de la perfidie du gouvernement mono-ethnique au Rwanda risque gravement d'ouvrir une guerre de conquête dans toute l'Afrique, puisqu'en révisant la charte de l'Union africaine de 1964, la Convention de Bruxelles de 1910 et la propriété des terres par des chefferies congolaises au Kivu avant 1885, il risque d'inciter d'autres pays à aborder de la même manière et plonger le continent entier dans une guerre comme Hitler après l'obtention des Sudètes avec l'accord de Munich en 1938. 2. Chronologie du grignotage territorial en RDC de 1996 à 2026. Le conflit à l'est de la RDC n'est pas une simple instabilité, mais une opération de découpage en 5 tranches. Tranche 1, 1996 à 1998. Après le génocide rwandais de 1994, certains Rwandais fuyant les exactions se réfugient en RDC. Comme le but de la guerre au Rwanda était de déstabiliser les Zaïre de l'époque, Kagame et ses parents saisissent l'occasion et organisent une incursion au nom de la protection des minorités et de la traque des génocidaires FDLR. Pour bien se camoufler, ils agissent dans la création des mouvements écrans soi-disant congolais, AFDL et après ce fut RCD pour justifier l'agression en une rébellion interne. Tranche 2, de 1999 à 2003. En 1997, Mobutu tombe et l'AFDL prend le pouvoir à Kinshasa, mais une année après, l'alliance s'étiole. Laurent Désiré Kabila montre sa face de patriote et exige le départ des troupes étrangères, en l'occurrence les troupes rwandaises. Kagame et ses parents, n'étant pas contents du revirement de la situation, passent à la création des mouvements écrans. C'est fit le tour du RCD et MLC pour instaurer une administration parallèle inféodée aux pays voisins, Rwanda, Ouganda, Burundi. Tranche 3, de 2003 à 2009. À la suite des accords de Lusaka de 1999, les agresseurs décident de faire la nationalisation des mouvements écrans, RCD, MLC, pour le partage du pouvoir lors des négociations de Sun City et Pretoria en 2002. Les rebelles entrent au gouvernement et d'armée régulière pour instaurer une administration parallèle inféodée aux pays voisins. En même temps, Kagame voulant garder l'option de la guerre, transforme une partie du RCD en CNDP pour continuer la déstabilisation de l'Est du Congo et avoir de quoi faire chanter les pouvoirs à Kinshasa. Tranche 4, de 2012 à 2024. Suite aux accords de Pretoria,
Les agresseurs désormais au pouvoir commencent à agiter les revendications de citoyenneté Banyamulenge tout en réalisant des colonies de peuplement, faisant venir les Tutsis de partout dans le monde au Kivu, ainsi justifier un contrôle territorial permanent avec la nouvelle couverture belliqueuse, les M23, qui revendiquent l'application des accords du 23 mars 2009. C'est d'ailleurs cette date-là qui va désormais être l'identité de ces mouvements, c'est-à-dire mouvement du 23 mars, M23. Tranche finale de 2025 à 2026. Ayant obtenu presque toutes leurs revendications, être au pouvoir, avoir des terres Minembwe, reconnaissance de Banyamulenge comme Congolais par certains dirigeants. Mengana Ningina Lobaboye, Banyamulenge, Bazali, Bakongolais. Kagame surenchère par les passages de la sécurité à la propriété. Il réclame des terres congolaises qui seraient rwandaises avant 1885, fort des accords de paix de Washington signés par Tshisekedi le 4 décembre 2025. Le discours révisionniste sur la conférence de Berlin vise à légaliser l'annexion et la balkanisation de la RDC. À chaque signature des accords avec les agresseurs, Kinshasa agit comme un suicide diplomatique assisté, validant la tranche précédente pour préparer la suivante. Nous sommes en pleine application de la stratégie des salamis de Mathias Rakosi, tropicalisée dans la région des Grands Lacs au cœur de l'Afrique. 3. La diplomatie des surenchères. Analyse des accords 1999-2025. Il y a eu plusieurs accords signés avec les agresseurs par les différents régimes de Kinshasa depuis 1997 à aujourd'hui. Mais les plus importants sont les accords de Lusaka en 1999, les accords de San Suu et Pretoria en 2002, les accords de Goma en 2009, les accords de Nairobi en 2022 et 2023 et les accords de paix de Washington signés le 4 décembre 2025. Accord de Lusaka de 1999. Ces accords mettent sur un pied d'égalité l'État souverain de la RDC et des groupes rebelles, permettant ainsi les discussions suivantes avec des revendications en hausse de la part des agresseurs qui sont pilotés par Paul Kagame au Rwanda. Accord de San Suu et Pretoria de 2002. Ces accords légalisent le partage du pouvoir entre les agresseurs et le gouvernement congolais par la formule 1+4, favorisant l'infiltration massive de l'administration et des renseignements congolais. Accord de Goma 2009. Ces accords imposent le mixage-brassage militaire, légalisant des effets l'infiltration de l'armée par des commandements parallèles fidèles à Paul Kagame depuis Kigali. Accord de Nairobi-Luanda de 2022-2023. Dans ces accords sont imposées les zones tampons et cessez-les-feux, gelant les lignes de front, consolidant l'occupation économique et administrative des terres congolaises par des armées rwandaises, ougandaises, burundaises, tanzaniennes, kenyanes et c'est de l'Eastern African Community. Accord de Washington de 2025. Dans ces accords, les agresseurs auteurs des atrocités sont blanchis et devenus officiellement des rebelles congolais, alors qu'en réalité, ce sont des troupes étrangères qui opèrent en RDC sous diverses appellations et couvertures. Ces accords de Washington officialisent la neutralisation stratégique de la résistance nationale Wazalendo tout en maintenant les proxys M23 sur le terrain sous protection diplomatique américaine. 4. Les 3 piliers de la réfutation sur lesquels la RDC doit s'appuyer. Le discours de Paul Kagame aujourd'hui, remettant en cause les frontières de 1887, est un sophisme qu'il convient de déconstruire par 3 piliers. 1. Les piliers juridiques. L'Union africaine, la charte de l'unité africaine de 1964. Les principes de l'outil Posidetis Iuris, qui a été accordé au sommet du Caire en 1964, consacre l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.
Contester ces principes ouvre la boîte de Pandore d'une guerre civile continentale et menace la sécurité des 54 nations africaines de la Charte de l'Union africaine de 1964. 2. Les piliers historiques. La souveraineté des chefferies. Avant 1885, la région des Grands Lacs, l'Est du Congo, n'était pas un vide politique. L'Est du Congo était administré par des entités souveraines, autonomes, n'ayant aucun lien de vassalité avec les Rwanda de l'époque. Au nord Kivu, nous avions les Baoundé, les Batembo, les Banande, les Banyanga, les Bakumu, les Baswaga, les Bamate, les Batangi. Au sud Kivu, nous avions les Bushi, les Buhavu, les Bufuliro, les Buvira. Au Maniema, nous avions les Balega, les Bangubangu, les Bakusu, les Babinja. Aucune de ces entités n'est versée des tribus au Rwanda. L'histoire retient que les Mwamishi, Mwami Kabare, a infligé des défaites cuisantes au roi rwandais Roi Bugiri, prouvant l'existence d'une frontière défendue par les autochtones propriétaires des terres. 3. Les piliers géographiques, la Convention de Bruxelles de 1910. Les frontières définitives de l'actuelle RDC, du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été fixées par la Convention de Bruxelles du 14 mai 1910. Revenir sur cet acte bilatéral, c'est nier un siècle de droit international reconnu par l'ONU. 5. Plan de rupture. Proposition de solutions stratégiques. On a l'habitude de nous accuser, nous les combattants patriotes résistants congolais, de ne pas proposer et de ne faire que critiquer. Maintenant, nous allons proposer à Tshisekedi comment faire pour sortir le Congo de la mouise où il se trouve. Pour briser la stratégie du salami, la RDC doit rendre les coûts de l'agression supérieurs aux bénéfices du grignotage. Il faut que les agresseurs soient dissuadés d'eux-mêmes à l'idée que l'agression va coûter plus cher que l'effet d'occuper le Congo. Recadrage juridique. La RDC doit refuser de négocier avec toutes les forces d'occupation et qualifier systématiquement les conflits comme une agression interétatique devant les instances mondiales. Tant que les mouvements satellites des agresseurs agissant en RDC seront reconnus par Kinshasa, la RDC perdra des arguments juridiques pour finir avec l'occupation de ces terres par les pays voisins. Voilà pourquoi Kagame n'hésite pas de rappeler que les différents mouvements connus comme les RCD, la CNDP, les M23 sont des mouvements congolais. Verrouillage constitutionnel. Les législateurs congolais doivent abroger tous les accords, mixage, brassage, cessez-le-feu, accord de paix, et sanctuariser par une interdiction constitutionnelle l'intégration des éléments des forces d'agression dans l'armée congolaise. Il faut légiférer sur la rétrogradation et exclusion de tout officier issu des rébellions et frapper d'indignité nationale les Congolais et la famille qui ou ayant participé dans un complot contre la nation en utilisant des moyens militaires pour 4 siècles à partir de 2002. Les leviers économiques. La RDC doit exiger à la communauté internationale, aux instances internationales, une certification stricte pour l'or, les coltans, les cobalt, les cuivres, l'uranium et tout minerai provenant de l'Est du Congo. Tout minerai transitant par les Rwanda, Ouganda, Burundi, Kenya, Tanzanie, sans preuve d'origine géochimique, doit être frappé d'embargo. Arbitrage et réparation. Cour internationale de la justice. Le Congo doit absolument actionner la Cour internationale de justice pour obtenir des réparations chiffrées, modèle celle qu'on a eue vis-à-vis de l'Ouganda en 2005, créant une dette souveraine qui va bloquer les investissements de l'agresseur. Pour conclure, nous devons reprendre le couteau de notre souveraineté
qui se trouve dans les mains de nos agresseurs et la communauté internationale de l'Occident. L'analyse des 30 dernières années sur la situation géopolitique de la RDC nous impose une vérité brutale. La négociation permanente avec un agresseur, adepte de la stratégie du salami, ne mène jamais à la paix, mais à la validation juridique du fait accompli. Chaque accord signé par le Congo, depuis les accords de Lusaka en 1999 au récent accord de Washington en 2025, a agi comme un suicide diplomatique assisté où les dirigeants congolais signent eux-mêmes, tranche par tranche, l'acte de fragmentation, de la balkanisation et de la disparition du Congo. L'objectif final de Kigali et de ses parents est désormais à découvert. C'est lui de transformer une invasion illégale en une rectification historique des frontières de 1885 ou simplement la balkanisation de la RDC selon les modèles Yougoslavie ou Soudan. Pour rompre ces cycles de la surenchère, la République démocratique du Congo doit impérativement passer d'une diplomatie de réaction et de pleurnichage à une diplomatie de rupture. Cela exige d'invalider juridiquement toute concession passée ayant facilité l'infiltration militaire et administrative. Cela impose de substituer aux médiations complaisantes l'arbitrage rigoureux de la justice internationale et la force des sanctions économiques. Nous devons opposer au mirage révisionniste de Kagame et tous les officiels rwandais les remparts infranchissables du droit international, de la charte de l'unité africaine de 1964, de la convention de Bruxelles de 1910 et des chefferies autochtones propriétaires des terres et souverains sur les terres du Kivu avant 1885. Le message aux organisations internationales doit être sans ambiguïté. La souveraineté de la RDC n'est pas un salami qu'on découpe tranche par tranche pour apaiser des appétits extérieurs de la communauté internationale de l'Occident à travers leurs proxys dans la région des Grands Lacs en Afrique. La souveraineté de la RDC est un bloc indivisible. Il est temps pour le peuple congolais de retirer les couteaux des mains de l'agresseur et de restaurer l'intégrité de son territoire pour la stabilité de l'Afrique et le respect du droit des nations. Pour la patrie, pour les droits, pour l'éternité du Congo. C'était le camarade Zoro Bilel Ingeta du bataillon Front Populaire. Boyebina nous bisoté. Ingeta! Pour amplifier votre connaissance et développer des moyens pour faire face à la guerre civilisationnelle que nous subissons à cause de l'Empire, allez vous procurer de ces 3 ouvrages écrits par moi-même, Zoro Bilel Ingeta Solarien. Il s'agit de Bantoocratie 2021, tome 1, La révolte de l'esprit, Bantoocratie 2021, tome 2, Génération prophétique et Les destins de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Ces 3 ouvrages sont disponibles sur Amazon. Il suffit de passer votre commande et dans les 72 heures, la commande arrivera à l'adresse que vous aurez indiquée. À défaut de quoi, allez chez vos libraires et tous les distributeurs des ouvrages. Avec les titres et les codes ISBN, vous pouvez trouver ces livres partout dans le monde. Ces ouvrages sont des outils de combat qui révèlent à la conscience collective congolaise et mélanodermique les peines, les pleurs, les souffrances, les joies, les rires, les défaites et les victoires que nous connaissons depuis le 7e siècle, lorsque l'impérialisme a décidé de conquérir les terres de nos ancêtres.
c'est aussi des outils de combat pour permettre à la nouvelle génération, à notre progéniture, de connaître leur histoire. Puisque dans les institutions de conditionnement idéologique que vous appelez les écoles, les lieux d'instruction qui sont des fruits systémiques de l'œuvre de l'Empire, cet enseignement-là n'est pas diffusé pour la simple raison que le peuple qui est ignorant, il meurt par manque de connaissances. Nous avons décidé de briser cette glace-là. Désormais, ne mourra de manque de connaissances que celui qui décidera d'être ignorant. Voilà pourquoi je nous invite à aller vous procurer de ces 3 ouvrages. Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Bantoocratie 2021, génération prophétique. Et le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Ingeta.